Alors, pour rappeler notre prochain intervenant, attends, qui mieux que Gilles Boeuf, on lui a mis une photo de plancton en plus, pour nous parler de ça, parce que Gilles Boeuf, breton, ça s'est passé entre Douarnenez et Brest, l'Institut de biologie marine d'Arcachon, l'Ifremer pendant 20 ans, professeur à Pierre et Marie Curie, 10 ans de station marine à Bagnols-sur-Mer, présidence du Muséum national d'histoire naturelle, différents postes au ministère de conseiller, président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, premier président du CEBIOS, tout de même. Le CEBIOS secret, le premier président, c'est Gilles Boeuf, c'est quand même pas mal, c'est chic. Professeur invité au Collège de France, aujourd'hui professeur à Sorbonne Université. S'il vous plaît, sous un tonnerre d'applaudissements, je vous demande d'accueillir Gilles Boeuf. Merci Gilles. Merci bien. Bonjour à tous, c'est vrai que c'est sympa de se retrouver ici avec des copains et des copines. Hein, sur une aventure, j'ai vu Pascal tout à l'heure dans la salle, j'ai vu Francis, on l'a lancé avec eux. Moi je me rappelle, notre première rencontre, c'est le 6 décembre 2014, où on faisait cette réunion au Jardin des Plantes entre le CGDD, le Commissariat Général au Développement Durable, j'ai vu Laurence tout à l'heure, et puis le Muséum, pour essayer de voir comment nous pourrions organiser en France quelque chose. Ça existait déjà, mais certains faisaient ça sans savoir que c'était ça, d'autres le faisaient déjà, mais sans une clarté évidente et une communication évidente. Donc voilà, on mettait des chercheurs, des industriels, puis des curieux de ces questions-là, et puis des politiques aussi avec nous. Et la mayonnaise a pris. Ils avaient démarré un petit peu avant nous, mais ce jour-là, vraiment, quelque chose est parti, avec un fabuleux aspect pratique, c'était la mise à disposition à Senlis de ces bâtiments particuliers, et puis surtout, on pouvait lancer quelque chose en France, d'organiser. Il faut savoir que c'est éminemment transversal, je le dis souvent, la bio-inspiration, c'est pas du tout une nouvelle science, c'est pas ça du tout. Hein, pour moi, c'est vraiment une fédération d'idées, d'intérêts, un poil de philosophie aussi, hein, pour qu'on fasse travailler ensemble des gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés. Ça, c'est extrêmement important. Tout à l'heure, Alain l'a redit. Et pour ça, il nous faut de la recherche fondamentale, étatique. Boîte privée, il ne faut pas de recherche fondamentale. Il faut qu'il y ait un dessin derrière. Nous, non. Je suis très copain avec Albert Fiat, prix Nobel de physique. Il obtient son prix Nobel le jour où il met dans des couches de semi-conducteurs extrêmement fins du courant électrique, et du coup un comportement des électrons que personne n'avait jamais vu. Nouvelle science, nouvelle discipline. Et si nos ordinateurs, Sébastien, marchent si bien aujourd'hui, c'est bien grâce à ces travaux qu'il a fait durant l'été 88. Donc, de la science fondamentale. Et ça, il faut qu'on se batte tous pour qu'elle persiste. C'est compliqué. Les sciences de l'ingénieur, qui sont autant fondamentales qu'au niveau de l'entreprise. L'entreprise, qui est-ce qui crée les moyens de réussir? Qui crée les emplois? Hein, comme je dis en France, il n'y a qu'en France qu'on croit qu'un pays qui a 2000 milliards d'euros de dette va continuer à créer des emplois, ça n'a pas de sens. Et puis, un poil d'ONG aussi, parce que là, on met du poil à gratter là où il faut. Tout ça mis en même temps, avec les citoyens, les gens intéressés, les gens de bonne volonté, on peut vraiment réussir, on finira là-dessus. Donc je vais démarrer sur quelques images, si je peux les avoir. Voilà, s'inspirer du vivant. C'est pas une idée qui est récente, vous le savez tous ici que Vinci disait déjà, prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Hein. C'est extrêmement important, il y avait une vision fantastique. Il n'a jamais construit d'avion, Vinci, mais il avait dessiné les lentes, hein, qu'on peut voir au musée Vinci, dans la région de la Loire. Et puis c'est vrai que l'humain, il va passer d'une nature sauvage à la ville. Alors sur la ville, moi je réagis sur un très beau colloque qu'avait organisé Sébastien il y a quelques mois avec le CSTB. Il a vu la gentillesse de m'inviter. Et si vous regardez les actes de ce colloque, vous avez une bonne partie des réponses que vous vous posez aujourd'hui sur les questions de développement urbain, d'harmonisation entre du vivant et de l'humain. Pourquoi est-on intranquille aujourd'hui? C'est Muriel Fliss, qui est une femme qui est au CNRS, qui est philosophe, et c'est parti de Pessoa au Brésil. Pourquoi est-on intranquille aujourd'hui? Regardez, là, on est bien, là, tout marchait bien, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème particulier. Et pourtant, on est intranquille parce que ces forêts tropicales, ici, c'est le camp des Nouracs du CNRS, en Guyane, 50 000 espèces vivantes au kilomètre carré.
L'équivalent marin, je vais rester en France, en Nouvelle-Calédonie, c'est le récif du Grand Sud, 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré, 600 espèces de poissons. Et tout ça part. Le corail, parce qu'effectivement on détruit le corail pour installer des immeubles de rapport et que le corail s'en va parce que le climat change trop vite. Et la forêt tropicale, on en parle beaucoup en ce moment, mais il n'y a pas que l'Amazonie, il y a le bassin du Congo, il y a aussi bien sûr les grandes îles d'Asie que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Bornéo. Plus de la moitié des êtres vivants que nous avons dans les collections du Muséum à Paris viennent de ces 3 bassins. Forêt du Congo, Amazonie, les îles d'Asie du Sud-Est. Puis voilà ce que l'humain fait aujourd'hui. Shanghai, la moitié des Français. Intéressant. On me dit, ouais, mais l'humain n'a pas tant que ça d'impact. Non, simplement, on est passé de l'Amazonie et puis du récif corallien à Shanghai. Quand vous voyez les bâtiments qui sortent en permanence, c'est une tour Montparnasse par jour en Chine aujourd'hui. Et puis voilà, la tranquillité, c'est ça. 2 graphes. Valérie nous parlera du climat tout à l'heure. La température. On regarde à Paris ici, depuis 140 ans, on a pris 1,2 degré déjà, qui sont déjà pris. Surface de l'océan, température de l'air. Et en bas, c'est la courbe de l'augmentation du niveau de l'océan, qu'on mesure au millimètre près par nos satellites aujourd'hui. Juste 2 chiffres. Il y a 19 000 ans, ici, la température était 4 degrés plus basse, et la mer, 125 mètres plus basse. Ce n'est pas des histoires de 1,5 centimètre ou d'1 mètre. 125 mètres, ils sont passés de l'Asie à l'Amérique, ils sont passés de l'Inde à l'Australie. On allait bien sûr facilement aussi en Angleterre à pied. Et puis voilà mes 2 petits symboles de l'après-midi. Ma petite grenouille que je suis allé chercher au mois de janvier dans les forêts de Patagonie. Quand Darwin fait son tour avec son beagle, il trouve une petite grenouille. Vous savez, à l'époque, on trouvait une grenouille, hop, on la met dans un bocal, dans l'alcool, et elle reste 100 ans dans un couloir du British Museum à Londres. Et puis on la retrouve, puis on dit, tiens, c'est une grenouille, on la connaît pas. Ah, mais t'as vu, c'est Darwin qui l'a trouvée, on l'a décrit. Rhinoderma darwini. Eh ben, Rhinoderma darwini s'en va aujourd'hui dans l'indifférence générale. Pourquoi? Parce que Rhinoderma darwini ne vit que là, elle vit dans les grandes forêts de l'Encas, les Nothophagus, et d'Araucaria, entre 1000 et 3500 ans vivent ces arbres. Et aujourd'hui, tout part, remplacé par des eucalyptus et des pins. Voilà. Et ça, c'est la même litanie sur chaque pays de la planète. Et le côté climat, je suis allé au Groenland cet été. On me dirait, c'est bien, c'est pas bien, on peut en discuter. Eh bien, j'étais à Ilulissat, le plus grand fournisseur d'icebergs de l'hémisphère nord. D'ailleurs, la légende dit que c'est un de ces icebergs qui, en 1912, a croisé la route du Titanic. Eh bien, ça fond allègrement et vous avez des montagnes bien plus grandes que l'hôtel de ville de Paris qui se décroche en permanence. Donc, tout change trop vite. Cause de l'intranquillité, les questions environnementales qu'on a évoquées tout à l'heure, Alain en a parlé. Énergétiquement, du feu à l'énergie nucléaire, en passant par toutes les technologies actuelles, dans un contexte général de démographie qui galope et de ressources. 1945. L'humain est capable, par sa créativité, son inventivité, de mimer, on revient à du mimétisme, un grand événement naturel. Je me suis amusé à comparer dans un papier il y a quelques années Hiroshima et le Vésuve. Le Vésuve, ça a sauté tout seul. Hein. Le même nombre de morts sur la même distance en temps, en fait. Hein. Donc l'humain se croit capable de simuler cette nature de façon beaucoup plus perverse par rapport à ce qu'on pourrait croire. Et 1945, c'est aussi l'année où la démographie explose. Nous étions 2,1 milliards en 1945, on est arrivé à 8 en ce moment. Donc dans ces contextes-là, avec les ressources qui partent aussi, on peut avoir des causes d'intranquillité. Et quand Paul Ehrlich, qui est un vieux monsieur maintenant que j'aime beaucoup, est reçu à l'Académie des sciences royales britanniques, il a ce texte magnifique, « Can a collapse of global civilization be avoided ?» Est-ce qu'on peut encore interdire un effondrement de nos civilisations? Voilà comment on s'attaque. Ce n'est pas une histoire d'écolo farfelu. Les bactéries, partout présentes, on les a oubliées pendant beaucoup trop longtemps. Les protistes, hein, ces grosses cellules à noyaux, les levures, les microalgues marines, par exemple. Hein. Et puis, bien sûr, les champignons, les plantes et les animaux. Et puis, ce vivant, il vit en harmonie depuis très longtemps. Et puis, voilà ce qui se passe. Alors, vous me direz, qu'est-ce que font les gilets jaunes là-dedans? C'est superbe. Ça, c'est l'intranquillité. C'est le malaise actuel. Je suis fils spirituel d'Edgar Morin, j'étais avec lui samedi dernier. On dînait ensemble samedi soir et il disait, Edgar, il a dit au président Macron il n'y a pas longtemps, quand on gouverne comme ça, en laissant une grande partie des gens de côté, le premier gourou qui passe, il gagne.
Allez voir aujourd'hui l'actualité, allez au Brésil, allez en Hongrie, allez en Italie, ce qui peut aussi se passer chez nous. Il concluait encore un peu plus loin, notre ami Edgar, il disait, chaque fois que l'humain est revenu à la barbarie, ça s'est souvent passé dans l'histoire de l'humanité. Qui trinque en premier? Les femmes, les enfants et les animaux. Donc on est sur quelque chose qui finalement est beaucoup plus préoccupant que ce qu'on pourrait croire, au premier abord. Voilà, c'est ça la biodiversité. Je ne vais pas vous montrer une collection de papillons comme on aime au muséum ou une collection de poissons. C'est ça la biodiversité. Si j'enlève ici le verre, effectivement, des bouteilles et des verres, et puis le nickel des couverts, vous ne mangez que ça, vous ne coopérez qu'avec ça. Il n'y a pas de vin. En plus, un Français sans son pinard, sans son vin et sans son fromage, il n'existe pas. Hein. Sans son pinard, son fromage et son pain, il n'existe pas. Alors, quand je montre ça en Chine, toujours un grand succès, ou en Patagonie, ça marche aussi. Hein. On ne nous imagine pas autrement que ça. Et puis aussi mettre domestiquer des vaches, beaucoup trop de vaches. Les vaches, l'élevage bovin est pour 16% dans les effets du changement climatique. Alors manger beaucoup moins de viande, bien sûr, évidemment, comment? Il faut bien sûr y réfléchir. Et puis, 2 ouvrages remarquables écrits l'an dernier, Jamais seul, de mon ami Marc-André Sellos, sur les arbres, qui nous montre l'incroyable complexité et intégration totale des êtres vivants entre l'hôte et le symbionte. Tout à l'heure, bien sûr, Alain a parlé justesse et justice de symbionte, bien sûr. Je ne vous les ai pas apportés, mais on a des courbes de phytoplancton après la manip Tara-Océan, des relations entre les cellules du phyto. Il y a infiniment plus de relations amicales, symbiotiques, mutualisme, commensalisme que de compétition. Les seules qui sont asociales sont les diatomées. Diatomées, quand on les emmerde, elles font une substance qui tue tout le reste. Voilà. Alors, à part ceux-là qui sont particulières, ça existe aussi dans les stratégies du vivant. Le reste est en parfaite coopération. Et le second livre, c'est celui-ci, écrit par Éric Batteste, tous entrelacés. Vous êtes totalement entrelacés avec les acariens de votre lit chaque matin, parce que vous y avez dormi, vous avez entre 1 et 2 millions d'acariens. Alors c'est moche, ça a des épines, c'est machin, des poils, mais c'est génial. Vous avez beaucoup plus de relations intimes avec vos acariens qu'avec votre copine ou votre copain finalement. Et ça, on l'a oublié. Et voilà pourquoi le système ne marche pas. Tout à l'heure, Alain a dit bon sens, mais bien sûr, c'est du bon sens. Alors voilà, ça c'est les papiers qu'ont fait partir Nicolas Hulot, sortis au printemps 2018, l'effondrement des insectes qui volent. 75% en 27 ans en Allemagne. Nos oiseaux des terrains agricoles, oiseaux communs, 30% en 15 ans. Ce papier australien, il date du mois de mars de cette année, et il nous dit effectivement qu'on a perdu des insectes partout. Et là, il cible très nettement les pesticides, insecticides, herbicides. Ça part dans l'indifférence générale. Tout le monde s'en fout. C'est vital pour qu'on puisse conserver cette harmonie que j'évoquais entre l'humain et cette nature. Regardez, même ceux qu'on aime, on n'est pas fichu de les sauver. Le papier de nos amis d'Orsay, Franck Courchamp, ils ont criblé 20 000 publicités qui ont un nom d'animal. Le thé l'éléphant, les biscottes la cigogne, la voiture Jaguar, le chocolat lion. Et puis, ils ont sorti les 10 premiers cités dans le monde entier. Donc ceux-là, au moins, ils vont bien. Non! Le lion, il en reste 8% des lions qu'on avait au début 19e. Il reste 7% des guépards, il reste moins de 1% des rhinocéros. 2000 rhinocéros en Zambie il y a 20 ans. 0 aujourd'hui. Les girafes. On a tué, selon les pays africains, entre 41 et 97% des girafes. Et là, ça me fait hurler aussi, parce que c'est pas les femmes qui font, c'est un truc de mecs, ça. Hein, quand on dit c'est pareil les garçons et les filles. Pas du tout. Ce ne sont pas les filles qui m'ont assassiné mes girafes, mes éléphants et mes rhinocéros. Donc, vous voyez qu'il y a plein de questions d'écologie qu'il faut qu'on aborde. Et comment traite-t-on les femmes dans nos sociétés aujourd'hui? C'est une vraie question. On avait un débat avec LRM samedi, avant-hier, là. Ils étaient à Bordeaux, sur justement le rôle des femmes en politique et puis sur la transition écologique. Voilà ce papier qui nous montre que le plus puissant changement du système, c'est l'humain. Et ce papier, produit dans le monde par les scientifiques, demain, il sera bientôt trop tard. Envoyé à tous les chefs d'État, à tous les politiques, après un appel que nous avions fait déjà en 1992, après le second sommet de la Terre. Regardez, c'est pas dénué d'ironie. Alors le président Macron répond bien, nous sommes en décembre 2017, et il dit, à la tribune du Earth Planet Summit, nous ne prenons pas le chemin financier de réussir l'accord de Paris. Et puis il y a un mois, après la fin d'IPBES, voilà le titre du même journal, c'est quand même pas mal, hein. Le Monde de mai 2019,
après la constatation que nous allons perdre entre un demi-million et 1 million d'espèces dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Voilà. Il n'est pas trop tard pour agir. Et bien sûr, évidemment. Et Langdon, qui est un pharmacien américain, disait récemment « Je plains les pharmaciens qui devront mettre au point des molécules d'intérêt pharmacologique en 2040 à partir de plantes qui auront disparu en 2010. » Le débat est lancé. On est en plein là-dedans. Les peines d'écologie, productivisme agricole, pénurie d'eau potable, ressources en pêche qui s'épuisent, déforestation, l'équivalent de la surface de la Grande-Bretagne chaque année, dans les grands bassins que j'expliquais tout à l'heure, qui nous fournissent plus de la moitié des espèces connues aujourd'hui. Le vivant s'en va et on pollue tout partout. Partout. Impunément, croit-on. Je reviendrai tout à l'heure sur les durées de vie. Vous verrez un peu mon analyse actuelle de la durée de vie qui est en train de s'arrêter, en capacité à progresser, et qui pour moi va certainement commencer à descendre. Et puis le seul où c'est trop tard, c'est le climat. Il fallait s'en occuper avant le climat. Hein. 250 ans d'imprévoyance, d'usage du pétrole et du charbon. Qui s'est dit, quand James Watt invente la première locomotive, on est en 1784, mais est-ce que c'est bien de remettre dans le milieu comme ça ce charbon, ce pétrole que la nature avait stocké pour des milliards d'années, excusez le terme, sans emmerder personne. Le charbon pouvait rester là indéfiniment, le pétrole aussi. Le charbon, les grandes forêts du Carbonifère, le pétrole, les microalgues marines entre 250 et 25 millions d'années. Et puis qu'est-ce qu'on paye? C'est ça qu'on paye aujourd'hui. Avec Sébastien, on en discute souvent. Ici, dans cette pièce, c'est beau, hein, l'hôtel de ville de Paris, il est super. Hein, on respire de l'air classique là, qui vient du dehors. La moitié du CO2 que vous respirez en ce moment a plus de 100 ans. Bah oui, ça veut dire que même si on arrête d'en émettre, il va falloir se débrouiller avec celui qui a déjà été mis. Donc vous voyez que tout ça, il faut le prendre. Je ne suis pas là du tout pour vous désespérer, encore moins vous catastropher. Je suis là simplement pour vous dire qu'on ne peut pas continuer comme on faisait auparavant. Est-on en train de préparer les conditions d'une nouvelle crise d'extinction? On détruit, on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout, et ce climat change trop vite. Vraie question. Voilà, destruction, il ne faut pas de dessin. Hein. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'il reste comme maître Imaginez ce site, il y a 150 ans. Les falaises de Grimaldi, ça devait être merveilleux. On détruit. Ça, c'est le travail qu'on a fait avec Sébastien début du mois d'avril, un très joli colloque au CSTB, où vous avez beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez. Quand Alain m'a donné le titre de la conférence qu'il voulait que je traite, alors je ne me suis pas trop lancé là-dedans parce que c'est pas mon boulot directement, sur effectivement ce retour du vivant en ville, ça m'intéresse, mais comment on fait au niveau architectural. Puis je suis rentré tout à l'heure, j'ai croisé 2 ou 3 architectes, des femmes d'ailleurs, hein. On revient encore à une sensibilité féminine pour ces questions-là, super intéressantes. Voilà, les cités, vous les connaissez. Hein. On perd la surface d'un département en France en artificialisation tous les 7 ans. Philippe Clergeau est dans la salle aussi avec sa collègue Nathalie Machon. Ils ont fait un super boulot sur ces questions du retour du vivant en ville. Vous savez, un de mes défis les plus importants quand je présidais le muséum, ça a été de faire interdire les pesticides au cimetière du Père-Lachaise. Des niveaux, ça sortait des courbes quand on dosait ça dans les pots de fleurs. J'aurais dit, le grand-père, il veut quelques coquelicots sur son abdomen. Et nous voulons des coquelicots. Quand vous faites 200 bornes en région parisienne sans avoir un seul coquelicot, c'est que tout est mort, tout est pourri. Quand j'en vois un de temps en temps, je me dis, bon, allez, un petit espoir. Il y a encore un peu de vie dans ces sols. Tout le reste a été tué. Le retour du vivant en ville, Mexico City, énorme ville, vous avez des grands rapaces, vous avez ces écureuils qui vivent sur les fils électriques. Ces bactéries, les salmonella, elles sont prises dans un tanker, dans des cuves d'un pétrolier géant, s'installent, elles font le tour du monde gratos, les parkings de supermarchés. Ça sert absolument à rien. Catastrophe lorsqu'il pleut. Vous vous rappelez, l'an dernier, on a dit changement climatique. Il n'était pas tombé plus de pluie que des événements qu'on avait déjà connus. Simplement, la pluie n'a pas été évacuée. Tout avait été bétonné, artificialisé. L'eau démontée de 1 mètre à l'heure. Comment on gère des questions comme ça? Questions intéressantes de bon sens. Des trames vertes bleues. Voilà du retour du vivant à Paris. Et le plus haut lieu de biodiversité, c'est le Père-Lachaise, hein, parce que les gens qui sont là, qui n'ont pas de pesticides, ils foutent la paix à la biodiversité. Voilà. Donc, c'est quelques petites réflexions générales qu'on peut aborder. Ça, c'est Bangalore en Inde, mais on est en Inde, on ne tue pas les animaux. Un cloaque immonde, il n'y a pas de ramassage des ordures. Les chiens font les poubelles. Les rats sont plus gros que les chats. Ça ne marche pas, les chats en Inde, ils sont bouffés par les rats. Comment on fait dans une ville comme ça?
Le vivant sauvage revient. Qu'est-ce que mangent les vaches sacrées? Des sacs en plastique. C'est pas un montage, hein. J'ai fait ça du taxi de l'aéroport à la ville. Le sanglier, il y en a aussi en France, arrive en ville. Puis comme on est en Inde, on a les macaques qui font leur bébé au mois de mars. Et puis on a les serpents. On me dit, ouais, mais vous comprenez, les Indiens n'aiment pas les serpents. Ben évidemment. Je dis, virez vos poubelles, il n'y aura plus de rats, il n'y aura pas de serpents. Dans le jardin de mon collègue qui dirige le CNES en Inde, j'ai ramassé 2 femelles de cobra en 3 jours. J'étais ravi, j'adore ça. Mais bon, il a un gamin, donc je dis, achète un dindon pour que tu n'aies plus de problème de cobra. Et puis ça, ben, c'est pour terminer la panthère qui rentre en pleine ville, 12 millions d'habitants, pour manger des chiens. Voilà. Ça, c'est la biodiversité, effectivement, aussi dans des relations un peu particulières par rapport à ces éléments urbains qu'on évoquait tout à l'heure. Ça, c'est des travaux qu'on fait beaucoup au muséum avec Philippe et puis Nathalie. Faire de la science participative qui réharmonise le citadin avec cette nature. Moi, je me rappelle, un moment, j'étais dans les prix Yves Rocher sur les jardins en ville, un gamin qui savait pas que les radis, ça poussait pas en botte. D'où vient le lait, c'est pas. Le sel, pour un océanographe, c'est pas. Un gamin à Paris, c'est pas d'où vient le sel. C'est dramatique. Hein, question d'éducation à reprendre en permanence. On a un énorme défi qui nous est lancé. Je conclus sur les histoires de relations avec l'humain. Ça, c'est donc les courbes récentes sur la durée de vie. Vous voyez ici en rouge que les filles vivent plus longtemps que les garçons, c'est comme ça. Les 50 derniers records du monde, le record du monde étant à l'instant T la personne qui est la plus âgée sur la Terre, sont des femmes, est décédée en mars 2017. Ça m'a fait du mal parce qu'on ne l'a pas assez dit. La seule humaine qui était née au 19e siècle, Emma Morano, était née en 1899. Elle disparaît dans l'indifférence générale. Pour l'instant, c'est toujours Jeanne Calment qui reste le record à 122 ans, 4 mois et 17 jours. Et ça, c'est l'actuellement recordman du monde, Taketanaka, 116. Eh bien, tout ça, ça n'augmente pas, en fait. On a plus en plus de centenaires, ça c'est clair. Mais par contre, après, c'est très difficile. 105, 110, 111, 112. Et là, on revient à quelques individus sur les 8 milliards d'humains. Alors, nos travaux qu'on a menés avec nos amis médecins, c'est de dire finalement, on va coupler la consommation énergétique avec la durée de vie. Donc ici, on vous a mis effectivement l'espérance de vie. 84 ans chez les femmes en ce moment en France, 78 chez les garçons. Là-bas, je vous ai mis la démographie en nombre d'habitants et je vous ai mis la consommation énergétique en kilowattheure en bas. Ben, notre conclusion à nous, c'est que finalement, on va pas du tout aller vers une augmentation de la durée de vie, mais ça va freiner pour des questions énergétiques. On vit vieux en Allemagne, en Italie, en France, aux États-Unis, au Japon, que des pays où la consommation énergétique est au top. Le pays où on vit le moins longtemps, c'est le Zimbabwe, 46 ans, moyenne. Et 46 ans, c'est la durée de vie d'un clochard à Paris. Quand vous n'êtes pas chauffé l'hiver, pas refroidi l'été, que vous ne mangez pas à votre faim, et que vous êtes en carence en permanence, et surtout, soumis à un stress terrible de la solitude et de l'agression qui peut se passer à chaque minute, vous vivez 46 ans. Voilà, ça c'est les travaux qu'on a fait sur les records du monde en sport. J'ai pris le 800 mètres plat, le saut en hauteur, et puis le lancement du poids. Vous voyez qu'on est au taquet partout. Hein. Là, ça c'est la durée de vie. On voit Jeanne Calment ici, là. Ça ne marche pas sur l'écran. Donc c'est vrai que, écoutez, c'est intéressant. Puis les filles ici dans la salle, qu'est-ce que vous faites? Aucune femme ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986. Intéressant quand même ceci, hein. Vous le voyez ici, là. On parle d'humain augmenté. C'est ça l'humain augmenté? Shooter des petites filles à la méthyltestostérone dans le biberon. Voilà les défis qui nous sont lancés. Et nos activités, je termine là-dessus. Si on ne fait rien, ça va se terminer comme ça, en fait. Hein. Et on va avoir ces migrations pas possibles. Donc, la prévision à long terme inclut bien évidemment ces questions de gouvernance, de gestion des déchets, et ce livre de Janine Bénus, qui est un peu notre livre de chevet à tous ici dans la salle, hein, il n'est pas si vieux que ça, hein, il est de 97, ça fait que 22 ans en fait, hein, on l'a un peu oublié. Voilà, je vous laisse lire la définition que l'on a de la bioinspiration. Quel chef d'entreprise ne peut ne pas être séduit? Moins polluant, moins consommateur d'énergie, recyclable, plus sûr, de meilleure qualité et moins cher. On peut rêver, hein, ça existe, ça, le vivant, hein, tout à l'heure, comme le disait Kalina tout à l'heure. Voilà, bon ça je passe rapidement là-dessus parce qu'on va en parler tout l'après-midi. C'est ce que fait le CEBIOS depuis qu'il a démarré. Ce petit coléoptère ténébrionide d'une amibe qui fait sa goutte d'eau. Cette petite microalgue de Méditerranée ou des éponges qui savent faire du verre ou du béton armé, ça marche bien. Nos inspirations de CX, de forme, de son, disait-on tout à l'heure aussi, de choses silencieuses. Et voilà ce qu'a fait le CEBIOS en partant sur le travail de presque 4 milliards de R&D. Mais pour ça, il faut perdre 3 défauts de l'humain. Son imprévoyance, on parlait tout à l'heure des énergies fossiles, son arrogance, surtout chez les garçons, et sa cupidité.
Et malheureusement, la cupidité, elle est autant chez les filles que chez les garçons. Alors, des fois, elles ne sont pas cupides, mais c'est amoureuses d'un mec cupide. Alors ça me tue, ça, en fait. Et je le vois tous les jours. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un travail à lancer là-dessus pour aller vers ces questions de bon mimétisme. Je termine avec l'incroyable capacité d'une libellule, de Dragonfly. J'ai fait une conférence récemment sur le porte-hélicoptère Tonnerre à Toulon, devant les aspirants de la Marine nationale. Et j'aurais montré ça. Mais 9 techniques de vol, elle encaisse 30 G en accélération. Un pilote de chasse à 6 G, je vous garantis que le mec, il n'est pas terrible. Hein. Je vous mets dans un manège ici à la Foire du Trône, je vous centrifuge, vous vomissez votre 4 heures, vous avez payé 20 € pour faire ça, hein, avec quelques G. 30 G, elle encaisse. Mais comment elle fait? Comment c'est possible? Elle vole à presque 100 km/h avec quelques watts. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On assèche les mares, on met des pesticides dedans, on fait des parkings par-dessus, évidemment. Et ça marche depuis 345 millions d'années. Voilà, tout ça c'est développé par le CE Bio. Il y a énormément de secteurs où on peut utiliser la bio-inspiration, bien évidemment, même dans des questions de management ou d'organisation. Et pour respecter mon temps, je finirai avec mon copain Edgar Morin. On était ensemble, je vous disais, samedi soir, on se voit assez souvent parce que c'est un type qui a une réflexion incroyable. Téléchargez un entretien qu'on a eu le 5 mars 2019 à Montpellier dans le cadre de Make It sur une question essentielle. Est-ce que la controverse scientifique est utile au débat public? À discuter avec les gilets jaunes. Et ça, c'est super intéressant, effectivement. Et qu'est-ce qu'il nous dit Edgar? Que la Terre et la nature, c'est un avion avec 4 moteurs. Sciences, techniques, économie et profit. Chaque moteur peut être très bénéfique pour l'humanité ou très délétère, en fait. Il nous dit finalement, c'est vrai, le probable, tel que je vous le décris là, bon, il est assez, sinon inquiétant, au moins préoccupant. Mais qu'est-ce qu'on fait cet après-midi en face? Et qu'est-ce qu'on fait tous les jours avec le biomimétisme? On se bat pour que ce probable-là qu'on nous promet ne se produise pas. Et pour ça, il faut qu'on accepte de changer. We have to change. C'est absolument fondamental. Et il dit finalement, il faut une métamorphose, une conscience humanitaire planétaire. On est Faber, c'est sûr, on fait faire plein de choses. On est pas mal démence, on n'est pas encore sapiens. Il dit au président Macron, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Voilà, ça vous l'avez dans le petit catalogue qu'on vous a donné. Ce que c'est faire le vivant, je vais conclure là-dessus. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout notre économie actuelle. On a inventé 150 000 molécules depuis la Seconde Guerre mondiale qui nous empoisonnent la vie tous les jours. Des trucs à 5 atomes de chlore. La chlordécone à la Martinique, pour gagner quelques centimes sur le prix du kilo de banane, on a empoisonné ces 2 îles, Guadeloupe et Martinique, pour 200 ans. Comment on va faire? Comment on peut être aussi imprévoyant, aussi stupide? C'est vraiment ahurissant dans le court-termisme, quelqueis du monde politique. Eh bien, la nature ne fait jamais un truc comme ça. Elle fait des poisons ultra-violents. Hein. Vous vous rappelez le chef d'entreprise japonais qui avait dit, on va tous bouffer de l'herbe, ils sont morts les mecs. Hein. Dans la nature, il y a des trucs qui sont ultra puissants. Mais la nature, c'est la dégrader un venin de cône ou une toxine de champignon. Et je termine, Alain. Et ma conclusion, c'est celle-ci, se basant sur ce biomimétisme et ce vivant ce qu'il sait faire. Stopper une économie stupide et suicidaire qui consiste à faire du profit en détruisant ou surexploitant la nature. J'y crois. Merci. Merci beaucoup. Génial. Merci beaucoup. Attends. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour Gilles Boeuf. Alors, on va faire quelque chose qu'on fait dans les concerts de DJ un peu tendance. Je veux bien que tu ailles au centre de la scène. Gilles, s'il te plaît. Thibaut, t'es prêt? Non, attends. Il est où, Thibaut? Thibaut? Ouais, c'est bon. Et alors, vous allez tous lever les bras et on va faire une photo avec Gilles. Je te laisse et vous levez tous les bras. Attention, vous êtes prêts pour Gilles Boeuf? Merci. C'est bon, Thibaut? Yes. Merci beaucoup, Gilles. Arrêtons nos bêtises pour pas dire autre chose. Et pour reprendre un slogan bien connu à une certaine époque, merci beaucoup. En réalité, le bon sens près de chez nous s'appelle le vivant. Et donc, retrouvons du bon sens et inspirons-nous de tout ça. Merci beaucoup, Gilles Boeuf. J'en profite.